Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo porte sur les tests du chapitre Système d'équations linéaires. Le but de ces tests, c'est d'approfondir votre compréhension d'à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et en particulier donc de cette notion de système d'équations linéaires. Alors si vous regardez le sommaire, il est en trois parties principales. Une partie système d'équations linéaires, qui va porter sur des notions qu'on a déjà rencontrées à travers la manipulation des systèmes linéaires. Et puis il y a une deuxième partie un peu plus théorique, ici, deuxième partie, dans laquelle on va essayer d'aller vers ce théorème, vers un résultat ou un ensemble de résultats qu'on appelle le théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Donc sans trop rentrer dans le formalisme, avec un minimum de formalisme, mais quand même cette partie est un petit peu plus formelle, on va aller vers ce théorème. Et puis la troisième partie, on va essayer de tirer parti, tirer avantage de ce qu'on aura compris dans la deuxième partie pour interpréter des figures liées à des matrices ou à des systèmes en petites dimensions. Et vous verrez que à la fin de la vidéo, vous aurez normalement une compréhension encore plus claire que celle que vous devez avoir déjà, des notions notamment de rang et de la manière dont ça marche, une matrice et un système. De la manière dont une matrice transforme les vecteurs, tout ce qui est lié au théorème du rang, le noyau, l'image, leur dimension, et lié à ça, tout ce qu'on peut relier à ça au niveau des systèmes d'équations linéaires. Et donc on attaque tout de suite avec la première question de la première partie, où on revient un peu sur des choses connues qu'on a déjà vues sur les systèmes d'équations linéaires. Première question, donc on se donne une matrice de Mn de K, donc à M lignes et N colonnes, et B, un vecteur de K puissance M, et on considère le système AX égale B, d'inconnu X dans K puissance N, dans lequel les deux cas ci-dessous, est-il possible que le système admette une solution unique? Ça ne veut pas dire qu'il en admet forcément une unique, mais dans quel cas est-ce que c'est possible? Si M est strictement plus grand que N, ou si M est strictement plus petit que N. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est la réponse 1. La bonne réponse, c'est si M est strictement plus grand que N, autrement dit, s'il y a plus d'équations que d'inconnus. Alors, il y a ici quelques phrases pour justifier de cette réponse. Et l'argument principal, c'est que l'ensemble des solutions, il peut être vide, l'ensemble des solutions peut être vide, mais s'il n'est pas vide, si le système admet une solution, c'est-à-dire si l'ensemble des solutions n'est pas vide, alors cet ensemble de solutions, c'est un sous-espace affine parallèle au noyau. Ça, c'est un résultat du cours. La raison pour cela, c'est que si dans l'argument X, vous vous déplacez dans la direction du noyau, vous ne changez pas la valeur à l'arrivée, à cause de la propriété de linéarité. Si vous vous déplacez dans la direction du noyau, vous ne changez pas la valeur à l'arrivée. Donc si vous avez une solution, à partir de cette solution, si vous vous déplacez dans la direction du noyau, vous êtes encore solution. Donc l'ensemble des solutions, c'est un sous-espace affine parallèle au noyau. Donc pour que le système admette une solution unique, il faut que le noyau soit réduit au vecteur nul. Et ça, c'est possible
que si la dimension de l'espace d'arrivée est au moins égale à la dimension de l'espace de départ. Parce que noyau réduit au vecteur nul, ça n'est possible que si l'application est injective. Voilà, j'ai rajouté que noyau réduit au vecteur nul, c'est la même chose que de dire que x donne à x est injective. Et pour que x donne à x soit injective, il faut que la dimension à l'arrivée, qui est m, soit au moins aussi grande que la dimension au départ, qui est n. Il faut qu'on ait suffisamment de place à l'arrivée. Et vous voyez, c'est cohérent, ça représente au niveau des équations, c'est la même chose que de dire qu'il y a plus d'équations que d'inconnus, ce qui est raisonnable pour dire qu'il est possible que le système admette une solution unique. Si vous avez plus d'inconnus que d'équations, vous ne pouvez pas avoir une solution unique. Au passage, on n'a pas à proposer la solution m égale n, et dans le cas m égale n, il est également possible que le système admette une solution unique. Et on passe à la question suivante. Alors, dans cette deuxième question, on considère ce système. Alors, vous voyez, il a la propriété d'être triangulaire supérieur d'ailleurs. Et on pose la question, vrai ou faux, pour ce système, est-ce que les deux assertions suivantes sont équivalentes, oui ou non? Les coefficients diagonaux, A11, A22, ANN, sont tous non nuls. 2. Le système admet une unique solution. Est-ce que ces deux assertions sont équivalentes? C'est-à-dire qu'est-ce que les implications sont vraies dans les deux sens? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la réponse, c'est vrai. C'est vrai, l'implication est vraie dans les deux sens. Les deux implications sont vraies. Alors, 1 implique 2, c'est peut-être l'implication la plus facile. Si les coefficients diagonaux sont tous non nuls, la matrice est de rang n. D'accord? Donc le rang du système vaut n, donc la matrice est inversible. Donc le système admet une unique solution, quels que soient les coefficients B1, Bn du second membre au passage. Oui, d'ailleurs, c'était demandé dans l'énoncé. Voilà. C'était sous-entendu, quels que soient les coefficients B1, Bn du second membre. Et 2 implique 1, si le système admet une solution unique, eh bien, les coefficients doivent être tous non nuls, parce que si ça n'est pas le cas, alors l'application linéaire n'est pas de rang n, donc la matrice n'est pas inversible. Et comme c'est une matrice carrée nn, si elle n'est pas de rang n, elle est ni injective ni surjective, cette matrice. Et du coup, le système ne peut pas admettre une unique solution. Il peut admettre soit 0 solution, si le second membre n'appartient pas à l'image, soit une infinité de solutions, si le second membre appartient à l'image. Une infinité de solutions, c'est le sous-espace affine parallèle au noyau, comme dans la question précédente. Mais en aucun cas, il ne peut avoir une solution unique. Donc au passage, pour bien préciser, on a utilisé le fait que, comme c'est une matrice, alors le système est triangulaire, mais la matrice, elle est n croix n, c'est une matrice carrée. Si elle est de rang n, elle est à la fois injective et surjective, et si elle est de rang strictement plus petit que n, elle est ni injective ni surjective. Et dans le deuxième cas ici, le rang est strictement plus petit que n. Si l'assertion n n'est pas vraie, alors le rang est strictement plus petit que n. Et on passe à la question suivante. Alors dans cette question, on a un système qui apparaît un petit peu compliqué, puisque la question porte sur un système, disons, formel. En fait, ce système-là, il est tiré d'un slide du cours, et dans ce slide du cours, on vous explique que, en échelonnant la matrice, et quitte à inverser les colonnes, ce qui revient à inverser les variables, enfin à permuter les variables, on peut ramener n'importe quel système. Donc en échelonnant les lignes, puis ensuite en permutant les colonnes, on peut ramener n'importe quel système à ce système. Je vais aller à la page du cours où ce système est présent. Voilà, ici vous avez la page du cours où le système est présent. Et donc on dit bien que par des opérations élémentaires sur les lignes, on peut, et donc
en fait, par des opérations élémentaires sur les lignes, on peut mettre le système sous forme échelonnée. Et puis, une fois qu'on l'a mis sous forme échelonnée, par permutation des colonnes, on peut le mettre sous cette forme. Voilà. Et sous-entendu, les coefficients ici diagonaux sont les pivots du système sous forme échelonnée. Ils sont donc non nuls. Ok, je reviens au test. Et la question du test, c'est une fois que vous avez mis votre système sous cette forme-là, eh bien, quand vous allez passer à la résolution du système, un certain nombre de variables vont jouer le rôle de variables dites libres. On peut aussi les qualifier de variables maître ou maîtresse. Et d'autres variables vont jouer un rôle de variables liées. On peut aussi les qualifier de variables esclaves. La question, c'est est-ce que c'est les premières, les R premières, qui sont libres, et les dernières sont liées, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est les R premières sont liées, et les dernières, à partir de R plus 1, sont libres. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est la réponse 2. C'est-à-dire que les R premières variables sont dites liées et les dernières sont dites libres. Pourquoi on utilise ce vocabulaire? Parce que pour résoudre le système, qu'est-ce que vous allez faire en pratique? Alors d'abord, les dernières équations, c'est des contraintes pour que le second membre, pour qu'on ait une solution. C'est des contraintes pour que le second membre appartienne à l'image. Donc celles-là, si elles ne sont pas remplies, il n'y a pas de solution. Si ces contraintes-là sont remplies, donc c'est les équations qui disparaissent si elles sont remplies. Et il vous reste les R premières équations. Et ce que vous allez faire, c'est que les variables libres, vous allez les faire passer de l'autre côté. Et il va vous rester quoi? Un système triangulaire. Une fois que vous aurez fait passer les variables libres de l'autre côté, un système triangulaire qui, d'après le slide précédent, admet une solution unique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vos variables libres, vous pouvez leur donner n'importe quelle valeur, des valeurs arbitraires. Et une fois que vous avez choisi les valeurs de vos variables libres, les variables liées, elles, comme il y a une solution unique, elles ont une valeur imposée en fonction des valeurs des variables libres. Donc elles sont fonctions des variables libres. C'est pour ça qu'on les appelle aussi esclaves et celles-là maîtres. Les libres maîtres et esclaves parce qu'elles sont esclaves des autres. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas forcément un choix univoque des variables libres et des variables liées. Ça dépend de la manière dont vous avez fait votre échelonnement. Et par exemple, vous pourriez éventuellement, cette dernière colonne-là, l'échanger avec une colonne à droite si le dernier coefficient est non nul. Donc il n'y a pas une manière univoque de choisir les variables libres et les variables liées. En tout cas, une fois que vous avez mis votre système sous cette forme-là, c'est plutôt les dernières qui sont libres et les premières qui sont liées. Et on passe à la question suivante. Alors, avant de passer à la question suivante, un petit point sur où est-ce qu'on en est du sommaire. Et bien, vous voyez, on a déjà terminé la partie 1 et on va attaquer cette partie 2 un petit peu plus formelle où on va rentrer un petit peu plus dans le formalisme et on espère que dans la partie 3, on tirera les bénéfices de cet effort. Donc je vais à la première question de la partie 2. Et on commence par se rafraîchir les idées, si on veut, sur les notions de forme linéaire. Donc sur cette figure, vous avez... Alors, c'est des slides que j'avais déjà présentés en amphi, ceux-là, mais ils étaient... les questions n'étaient vraiment pas très réussies en amphi, donc j'ai déplacé les questions et je les ai reformulées. Donc je pense ici que la formulation est meilleure. Donc vous avez une forme linéaire alpha sur R3 qui est représentée par ces ensembles de niveaux. Voilà alpha, dont on a représenté les ensembles de niveaux. Et puis on a représenté 3 vecteurs U, V, W, 3 vecteurs de R3 qu'on a représentés ici. Et on vous demande tout simplement les valeurs de alpha de U, alpha de V, alpha W. C'est des valeurs que vous pouvez lire sur la figure. C'est des valeurs numériques qu'on voit sur la figure. Ces chiffres-là, ici, ça représente les valeurs associées aux différents ensembles de niveaux de alpha. D'accord ?
OK. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors, peut-être la réponse la plus facile, c'est la troisième, c'est que alpha de W égale 0. Alpha de W égale 0, ben oui, effectivement, W, on le voit, il est parallèle à un ensemble de niveaux de alpha. Donc, on pourrait dire, alors, il est parallèle au noyau. En fait, il est inclus dans le noyau de alpha. Hein. Sauf que là, les vecteurs ne sont pas représentés attachés en 0. Mais ce vecteur, si on l'attache en 0, il sera inclus dans le noyau de alpha. Donc alpha de W égale 0. Et alpha de U égale alpha de V égale 3, tout simplement parce que quand vous vous décalez de U, vous voyez, vous vous décalez de 1, 2, 3 niveaux. Et pareil pour V, 1, 2, 3 niveaux. Donc alpha de U égale alpha de V égale 3, alpha de W égale 0. On passe à la question suivante. Et c'est exactement la même question. Et vous voyez, les trois vecteurs U, V, W, ils n'ont pas changé, c'est les mêmes. Hein. Et ce qui a changé, c'est la forme linéaire. Cette fois-ci, on regarde une deuxième forme linéaire, bêta, sur R3, à nouveau représentée par cet ensemble de niveaux. Et on se pose la même question. Que valent bêta de U, bêta de V et bêta de W d'après le dessin? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors, d'après le dessin, les valeurs de bêta de U et de bêta de V, clairement elles valent 0. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Pas de problème, c'est la même question en gros que précédemment. Quant à bêta de W, il faut regarder de combien est-ce que on se déplace d'ensemble de niveaux quand on se déplace de W, et en gros c'est 2,5. Donc 2,5 en gros quoi. C'est ça qu'il fallait, voilà. Je vous laisse, enfin plutôt on va passer à la question suivante. Question suivante, ben à nouveau le même type de question pour les mêmes vecteurs UVW, et cette fois-ci pour une forme linéaire qu'on a notée sigma, et il se trouve que sigma c'est alpha plus bêta. Comme sigma c'est alpha plus bêta, en fait d'après les questions précédentes, si vous les avez encore en tête, vous pourriez répondre à la question qui est toujours la même, c'est qu'est-ce que vaut sigma sur les trois vecteurs UV, W. Mais de toutes les façons, graphiquement, on voit aussi ce que vaut sigma. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Eh bien, sur U et sur V, sigma vaut 3. Effectivement, quand on se déplace de U, quand on se déplace de V, on voit qu'on se déplace de 3 ensembles de niveaux. Et quant à W, bah, c'est cette valeur 2,5, parce qu'on voit que quand on se déplace de W, on se déplace de à peu près 2,5 ensemble de niveaux. C'est pas plus compliqué que ça, mais vous voyez, il y a cette notion aussi qu'on a additionné deux formes linéaires. Les formes linéaires, c'est des applications linéaires sur l'espace vectoriel ici R3 à valeur dans R, on peut les additionner. Sigma, c'est la somme de alpha plus bêta. Et le slide suivant, il résume les trois questions précédentes. On va au slide suivant. Voilà. Et donc vous avez, voilà à quoi ça ressemble, la somme de deux formes linéaires. Bien sûr, ces formes linéaires, on ne les voit pas ici comme des vecteurs, hein, on les représente à travers leurs ensembles de niveaux. Donc c'est moins intuitif d'additionner des formes linéaires à travers leurs ensembles de niveaux que de les additionner à travers des vecteurs. Si on voulait les représenter par des vecteurs, il faudrait les représenter par leurs vecteurs gradients, qui seraient orthogonaux aux ensembles de niveaux, et à ce moment-là, on pourrait additionner les vecteurs gradients pour obtenir le vecteur gradient de la troisième forme linéaire. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait ici sur les dessins. Et au passage, vous avez cette notion ici de alpha de U, on le note alpha crochet U, avec ce crochet qu'on appelle le crochet de dualité. Et c'est une notation qui fait un petit peu penser à la notation du produit scalaire, quelquefois en physique notamment. C'est comme ça qu'en maths aussi, on peut noter comme ça un produit scalaire. Donc on représente l'image d'un vecteur par une forme linéaire comme une sorte de produit scalaire de cette forme linéaire par ce vecteur. Matriciellement, ça c'est le produit d'un vecteur ligne, alpha, par un vecteur colonne, U.
d'accord? Et le résultat, alpha fois u, enfin, c'est ce nombre ici, dans lequel on a multiplié, clac, 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 comme ça, composante par composante, le vecteur ligne par le vecteur colonne. Donc, ce crochet de dualité, c'est une manière peut-être un petit peu pompeuse de représenter quelque chose que nous, on va juste interpréter comme le produit de vecteur ligne par un vecteur colonne. Et effectivement, le produit de ce vecteur ligne par ce vecteur colonne, ça donne un nombre. Et on peut aussi le voir comme un produit scalaire. Si ce vecteur ligne, on le transforme en vecteur colonne, à ce moment-là, ça devient le produit scalaire de deux vecteurs. Voilà. D'où la notation qui s'apparente au produit scalaire. Ce alpha de u peut s'apparenter à un produit scalaire. Et dans la suite des tests, on va continuer un petit peu à explorer cette idée. Et on passe à la question suivante. Alors, une question assez simple, mais un peu formelle si on veut. Si A1, AN est la matrice, donc c'est un vecteur ligne, quoi, une forme linéaire sur Rn, attention c'est important, Rn, le vecteur gradient de cette forme linéaire est le vecteur colonne, avec les mêmes composantes, mais écrites en colonne. Vrai ou faux? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et bien c'est vrai, et c'est quelque chose qu'on avait vu en dimension 2, hein, et qui est exactement la même chose en dimension quelconque. Et voilà l'endroit du cours où ça figure. Alors dans le cours, c'est présenté de manière un petit peu plus formelle. Vous voyez, vous avez les objets de Rn qui sont juste des n-uplets de nombres. Et quand on regarde les vecteurs colonnes associés, on obtient un vecteur colonne qui est en fait une matrice. Et puis ici, vous avez les formes linéaires sur Rn. Hein, et quand on prend les matrices de ces formes linéaires, on obtient des matrices lignes. Et puis on peut passer dans les deux sens, d'une matrice colonne à une matrice ligne ou vice-versa, par l'application transpose. Hein. On a vu en amphi, on va revoir dans la suite des tests l'application transpose qui consiste juste à renverser, quoi, à échanger les lignes et les colonnes. Et transpose, ça transforme un vecteur colonne en un vecteur ligne et vice-versa. Et ben voilà, le gradient de la forme linéaire, qu'on peut noter gradient de phi ou nabla de phi, eh bien, matriciellement, ça consiste juste à partir du vecteur ligne et à le transposer pour obtenir un vecteur colonne. On revient au test et on passe à la question suivante. Et la question suivante, c'est exactement la même question, sauf que cette fois-ci, c'est la matrice d'une forme linéaire sur C puissance n. Donc ça veut dire que les coefficients A1 à n, c'est des nombres complexes cette fois-ci, alors qu'ici, c'était des nombres réels. Question, est-ce que le vecteur gradient de cette forme linéaire, c'est le vecteur colonne A1 à n? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et si vous ne savez pas du tout la réponse, eh ben, allez tout de suite écouter la bonne réponse. C'est possible hein, que ce soit ça. Et voici donc la réponse. Ben, la réponse c'est faux, et si vous ne saviez pas répondre, d'une certaine manière c'est normal. C'est quelque chose qui est hors programme. Simplement, je l'ai mentionné justement pour bien vous préciser que, en gros, tout ce qui va parler de vecteur gradient, ça va être sur R, avec des coordonnées réelles. Quand c'est des coordonnées complexes, ça existe aussi le vecteur gradient, ça existe aussi le produit scalaire, et dans le cours, c'est expliqué d'ailleurs, c'est expliqué en complément. Mais vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a cette notion de conjugaison. Là, on est obligé de conjuguer quand on passe au vecteur gradient, parce que le produit scalaire complexe fait intervenir une conjugaison. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Grosso modo, tout ce qu'on va faire en réel avec le gradient, ça marche aussi en complexe, mais ça marche modulo une complication un petit peu, voilà, un peu pénible, on va dire, liée à cette conjugaison. Et c'est comme ça que les choses sont faites. C'est pas pour embêter, c'est pas le but, c'est pas par méchanceté ou par perversité. C'est parce que c'est comme ça, mais du coup, tout ce qui est complexe, ce sera hors programme. Vous pouvez laisser ça de côté. Et on passe à la question suivante. Question suivante, une question toute simple, purement de notation.
que représente le symbole Kn étoile? Est-ce que ça représente l'espace vectoriel des formes linéaires sur K puissance n ou l'espace K puissance n privé du vecteur nul? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est l'espace vectoriel des formes linéaires sur K puissance n. Donc, c'est la réponse 1. C'est ce qu'on appelle le dual de K puissance n. Et donc, comme le cours et même les tests, on va tourner autour de cette notion de dualité, même si dans les tests, on ne va pas trop rentrer dans le formalisme, on va utiliser cette notation, Kn étoile, comme étant le dual de K puissance n. Question suivante. Question suivante, quelle est la dimension de cet espace? 1, n, n2. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est n. Normalement, c'est une question qui ne devrait pas vous poser trop de difficultés. K puissance n. Donc, c'est l'espace vectoriel des formes linéaires sur K puissance n. Autrement dit, c'est l'espace qu'on avait noté L de K puissance n à valeur dans K. Et sa dimension, c'est n, parce que c'est le produit des dimensions. C'est le produit n fois 1. Une autre raison pour laquelle c'est n, c'est que K puissance n, c'est les vecteurs colonnes à n composantes, et K puissance n étoile, ces éléments, c'est des vecteurs lignes à n composantes. Donc c'est normal que c'est la même dimension, que ces deux espaces aient la même dimension. Et donc c'est des espaces qui sont très proches, puisqu'en fait on peut passer d'un espace à l'autre simplement en transposant. Et on passe à la question suivante. Et vous voyez, dans cette question, on va continuer à exploiter cette notion de vecteur ligne, vecteur colonne, mais cette fois-ci en lien avec une matrice. Une matrice M croix N, donc une matrice à M lignes et N colonnes. Et la question qui est posée, c'est, alors, en général, jusqu'ici, les matrices, on les a plutôt multipliées à droite par des vecteurs, mais là, dans la question, c'est bien à gauche. On vous propose bien de multiplier votre matrice à gauche, et si vous la multipliez à gauche, par quoi est-ce que vous pouvez la multiplier? Parmi les 4 options. Un vecteur colonne, un vecteur ligne, et est-ce que le nombre de composantes c'est m ou c'est n? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est un vecteur ligne à m composantes, donc c'est la réponse 2. Pour illustrer ça, je vais aller au slide adéquat dans les notes de cours. Alors vous voyez ici, on est dans les slides des notes de cours qui vont traiter cette question. C'est le slide 40 et surtout le slide 41, mais je reviens au slide 40. Vous voyez le titre de la sous-section, c'est un titre un peu pompeux qui peut vous faire peur, application linéaire et linéaire adjointe, oulala, canoniquement associé à une matrice. En fait, concrètement, matriciellement, c'est assez simple. Cette matrice-là, vous pouvez soit la multiplier à droite, et à droite, vous allez la multiplier naturellement par un vecteur colonne à 3 composantes, puisque le nombre de colonnes de la matrice, c'est 3. Et en faisant ça, vous voyez, quand vous faites ce produit, ce que vous obtenez, c'est une combinaison linéaire des 3 colonnes de la matrice, pondérées par les 3, ayant pour coefficient les 3 coordonnées du vecteur colonne. Ça illustre vraiment ça, qu'est-ce que c'est le produit à droite d'une matrice par un vecteur colonne. Et puis dans le slide suivant, on va faire en gros la même chose, mais cette fois-ci on va multiplier notre matrice par un vecteur à gauche. Voilà, c'est ce qu'on fait là. Alors, attendez, je reviens au slide précédent.
dans cette matrice, vous aviez les 3 colonnes qu'on voit comme 3 vecteurs, qu'on a noté V1, V2, V3, et 2 lignes qu'on voit comme 2 formes linéaires, qu'on note phi1, phi2. Les 2 lignes, c'est les matrices de forme linéaire. Les 3 colonnes, c'est des colonnes de vecteurs. Quand on multiplie à droite, on obtient une combinaison linéaire des colonnes, une combinaison linéaire des vecteurs. Et si vous multipliez à gauche, regardez ce qui se passe. Comme votre matrice a 2 lignes, à gauche, vous pouvez multiplier par un vecteur ligne à 2 composantes. Et en faisant ce produit, eh bien, vous obtenez en résultat une forme linéaire qui est une combinaison linéaire des 2 lignes. Et les coefficients de la combinaison linéaire, c'est les 2 coordonnées de votre vecteur ligne par lequel vous avez multiplié la matrice à gauche. Voilà ce que c'est la multiplication d'une matrice. On peut soit à droite par un vecteur colonne, soit à gauche ici par un vecteur ligne. Et on revient au test. Et donc dans le test maintenant, c'est assez clair. Le nombre de lignes de la matrice, c'est M. Et c'est bien le nombre de lignes de la matrice qui est le nombre de composantes du vecteur ligne par lequel on peut multiplier la matrice à gauche. Et on passe à la question suivante. Alors, la question suivante maintenant devrait vous paraître très simple avec ce qu'on a revu sur les notes de cours. Le produit à gauche de cette matrice par le vecteur ligne a m composantes, je me suis trompé ici, est un vecteur colonne ou un vecteur ligne à n composantes ou à m composantes. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la réponse, c'est la réponse 4, un vecteur ligne à n composantes. On va revenir aux notes de cours pour bien s'en convaincre. Et voilà la justification. On multiplie à gauche par un vecteur ligne à m composantes, qui est le nombre de lignes. On obtient à l'arrivée, on obtient comme résultat de ce produit un vecteur ligne à n composantes, qui est le nombre de colonnes. Et on passe à la question suivante. Et on continue à se familiariser avec le fait que une matrice A, on peut lui associer non pas une application linéaire, ça c'est ce qu'on a vu jusque-là. À une matrice A, on avait jusqu'ici associé une application linéaire de k puissance n vers k puissance n, vers k puissance m, pardon, et jusqu'ici, cette application linéaire, on l'obtenait, ça correspondait à la multiplication à droite par des vecteurs colonnes. C'est ce qu'on a toujours fait. Mais maintenant, on fait autre chose. On regarde aussi la multiplication à gauche par des vecteurs lignes. Cette multiplication à gauche par des vecteurs lignes, elle correspond à une application linéaire entre quels espaces? Et vous avez 4 options possibles. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse c'est de k puissance m étoile vers k puissance n étoile. Donc la bonne réponse c'était la réponse 2. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu dans le slide précédent. On multipliait à gauche par un vecteur ligne donc avec un étoile, puisque ça correspond à une forme linéaire, à m composantes. Et le résultat du produit, c'était à nouveau un vecteur à ligne, donc à nouveau avec le étoile, à n composantes. Donc réponse 2. Question suivante. Si on note R le rang de A, donc R c'est le rang de la matrice. Et il y a le rang d'une matrice, et maintenant associé à cette matrice, on a deux applications linéaires. On a l'application linéaire qu'on connaissait, celle qui correspond au produit à droite, par des vecteurs colonnes, et celle-ci elle est de rang R, et puis maintenant on en a une nouvelle
qui est le produit à gauche par des vecteurs lignes. Cette nouvelle application linéaire, quel est son rang? 5 options possibles pour le rang. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Eh bien, le rang, c'est encore R. Donc la bonne réponse, c'était la réponse 1. Encore R. Et c'est un résultat qui n'est pas du tout facile. Hein. C'est un résultat qu'on peut qualifier de difficile, mais c'est un résultat maintenant qu'on a manipulé depuis longtemps et on l'a formulé sous la forme le rang des lignes égale le rang des colonnes. Or, l'image de cette application qui va, c'est la 2, de k puissance m étoile vers k puissance n étoile, l'image de cette application, c'est ce qu'on appelle l'espace des lignes. C'est l'espace vectoriel engendré par les lignes. Pourquoi? Je vais revenir aux notes de cours pour bien l'illustrer. Regardez les notes de cours. Je suis toujours revenu à ce slide 41. Quand on multiplie à gauche, on obtient une forme linéaire qui est une combinaison linéaire des lignes. Donc l'image obtenue, l'espace vectoriel constitué de l'image de cette application, c'est-à-dire tout ce qu'on peut obtenir en multipliant à gauche par un vecteur ligne, c'est toutes les combinaisons linéaires possibles des différentes lignes de la matrice. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'espace des lignes. Donc l'image de cette application dans laquelle on fait le produit à gauche, c'est l'espace des lignes. Alors que l'image de l'application dans laquelle on faisait le produit à droite, c'est l'espace des colonnes, dans lequel on prend toutes les combinaisons linéaires possibles des colonnes. Espace des colonnes, espace des lignes. Voilà, normalement maintenant, produit à gauche, espace des lignes n'ont plus de secret pour vous. On revient au test. Et ce qu'on a toujours observé en pratique et ce qu'on a plus ou moins admis, et d'ailleurs qui est démontré, démontré même, en tout cas, je ne sais plus si c'est de plusieurs manières d'ailleurs, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a plusieurs démonstrations possibles, mais il y a au moins une démonstration dans le cours sur les systèmes d'équations linéaires, mais ce qu'on a observé en pratique, ce que vous pouvez admettre, si vous ne voulez pas pousser trop loin l'étude du cours, en tout cas, c'est que le rang des lignes égale le rang des colonnes. Donc la dimension de cet espace des lignes, ça a la même dimension que la dimension de cet espace des colonnes. Encore une fois, c'est un résultat qu'on peut considérer comme difficile, un des plus difficiles de tout le cours d'algèbre linéaire. Même si en pratique, ça se voit de façon tout à fait manifeste dans les cas simples en petite dimension. C'est ce qu'on a vu. Et on passe à la question suivante. Et on est toujours dans la même thématique, et cette fois-ci, on vous demande la dimension du noyau de cette application. C'est toujours la même application, hein, c'est l'application qui correspond à la multiplication à gauche par des vecteurs lignes. 5 options possibles, c'est les mêmes options d'ailleurs, je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la bonne réponse, c'est m-r. Alors attention parce que dans les notes de cours, donc c'était la réponse 4. Alors je vais aller aux notes de cours. Voilà, dans les notes de cours, la réponse à cette question, ça se trouve slide 44. Et vous voyez, la bonne réponse, elle est ici pour ce qu'on appelle le conoyau, en anglais, excusez-moi, symbole cocker, mais surtout cocker, donc voilà, surtout ce qu'on appelle de façon plus concrète le left null space en anglais, le noyau à gauche en français. Donc c'est bien le noyau de l'application qui est obtenu en faisant le produit à gauche par des vecteurs lignes. Bien la dimension, c'est m-r. Alors pourquoi j'insiste un peu, c'est parce que dans la version de Perusal, il y a une coquille ici, mais que j'ai corrigée sur la version du Drive, hein, et que j'ai annoté sur Perusal. C'est m-r, j'avais écrit n-r. On revient au test. Alors pourquoi est-ce que c'est m-r? Eh bien parce que l'espace de départ de cette application, toujours la même de multiplication de A à gauche par des vecteurs lignes, l'espace de départ, c'est k puissance m étoile. Hein, donc la dimension, c'est m. Donc si le rang vaut R, théorème du rang, la codimension du noyau dans l'espace de départ, enfin la codimension du noyau est égale au rang. Donc la dimension du noyau
c'est la dimension de départ moins le rang, théorème du rang. Et on passe à la question suivante. Alors une question normalement simple maintenant, on conserve les notations précédentes. Dans quel espace l'espace des lignes est-il inclus? 4 options, je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Normalement à ce stade, ça devrait être facile. Et voici la réponse. Alors en fait, il y avait un petit piège si on veut, mais enfin dans le contexte avec le slide précédent, la bonne réponse, c'est la réponse 3. Quand on multiplie à gauche par une ligne, on obtient une ligne, et le nombre de composants de cette ligne, c'est n. Donc le fait que ce soit une ligne est bien étoile, et le nombre de composantes, c'est n. Donc la bonne réponse était la réponse 3, mais en fait, il y avait une réponse possible, c'était la réponse 1, parce que les espaces k puissance n et k puissance n étoiles, c'est ce qu'on appelle, ils sont duaux l'un de l'autre. K puissance n étoile, c'est le dual de k puissance n, ils se ressemblent beaucoup, ils ont la même dimension, et on peut passer de l'un à l'autre avec la fameuse transposition qui nous fait passer des vecteurs lignes aux vecteurs colonnes. Donc, l'espace des lignes, on le voit plutôt dans k puissance n étoile, c'est plus juste formellement, mais en transformant, en transposant ces lignes en colonnes, on peut aussi le voir comme un sous-espace de k puissance n. En particulier, si k égale r, c'est pertinent parce que ça correspond vraiment au vecteur gradient. Si k égale c, ça marche aussi d'ailleurs, mais vous vous souvenez, k égale c, on ne s'en occupe pas parce que les gradients font intervenir des complexes conjugués, on n'a pas envie de trop s'embêter avec ça. Et on passe à la question suivante. Alors, encore une question, toujours pour explorer cette notion de multiplication à gauche par des vecteurs lignes, et cette fois-ci, on va le faire en lien avec la matrice A transpose. Alors la matrice A transpose, elle est justement obtenue à partir de la matrice A en échangeant les lignes et les colonnes. Et donc, cette manière un peu bizarre, cette transformation un peu bizarre qu'on a définie en multipliant à gauche par des vecteurs lignes, elle correspond pour la matrice A transpose à multiplier à droite par des vecteurs colonnes. Bon, et donc, c'est le sens de cette question. À quel espace le noyau à droite de la matrice A transpose correspond-il? Alors, quand je dis correspond-il, c'est justement, pour qu'il corresponde, il faut faire une transposition. Donc, correspond-il à transposition près? 4 options possibles. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Normalement, vous devriez avoir su répondre. Le noyau à droite de la matrice A transpose, c'est quand on multiplie A transpose par un vecteur colonne à droite et que ça donne 0. Mais multiplier A transpose par un vecteur colonne à droite, c'est comme multiplier A par le même vecteur, mais en vecteur ligne à gauche. Donc pour que ça fasse 0, il faut que ce vecteur ligne à gauche, quand on multiplie à gauche par A, ça donne 0. Donc le noyau à droite de la matrice A transpose, il correspond au noyau à gauche de la matrice A. Je vais aller aux notes de cours pour le justifier mieux. Et voilà où ça se trouve dans les notes de cours. Vous voyez, vous avez votre matrice A. Et si vous multipliez à gauche votre matrice A par un vecteur ligne, alors le vecteur ligne, là je l'ai noté Y avec un transpose parce que je vais regarder le vecteur colonne correspondant qu'on va noter Y. Et si vous multipliez Y, si vous multipliez A à gauche par ce vecteur orange Y transpose, vous obtenez ce vecteur vert Y transpose A. Et vous voyez, en échangeant les lignes et les colonnes, vous avez exactement le même dessin, donc vous avez les mêmes opérations algébriques côté droit, mais côté droit cette fois-ci, c'est la matrice A transpose que vous avez multipliée à droite par le vecteur Y, et vous obtenez le vecteur A transpose Y, qui a les mêmes composantes que le vecteur Y transpose A, sauf que vous les écrivez verticalement. Eh bien, si l'un vaut 0, l'autre vaut 0, puisque c'est les mêmes composantes. Vous voyez, ils sont obtenus par les mêmes opérations algébriques. Et donc, tout ça pour dire que le noyau à droite de A transpose, les Y qui donnent 0 quand on les multiplie à droite par A transpose, correspondent aux Y horizontaux, Y transpose, qui donnent 0 quand on les multiplie à gauche par A. Donc le noyau à droite de A transpose correspond au noyau à gauche de A. Vous voyez,
c'est finalement relativement simple. On revient au test et on passe à la question suivante. Et c'est pratiquement la même question, donc qui devrait vous paraître maintenant plus facile, encore plus facile. Cette fois-ci, on se demande à quel espace l'image de la matrice A transpose. Alors quand on dit l'image, c'est l'espace des colonnes, hein, c'est l'image au sens usuel, c'est-à-dire en multipliant A à droite, A transpose, excusez-moi, à droite par un vecteur colonne, donc l'espace des colonnes de la matrice A transpose. À quel espace est-ce qu'il correspond? Et vous avez les mêmes 4 options que précédemment. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est l'espace des lignes de A, et ça, c'est effectivement tout à fait naturel, hein. L'espace des colonnes de A transpose, c'est la même chose que l'espace des lignes de A, je veux dire à transposition près, puisque les colonnes de A transpose contiennent exactement les mêmes composantes, quoi, les mêmes coordonnées, les mêmes nombres que les lignes de A. Hein, voilà. Pour vraiment vous en convaincre, je suis aussi revenu à la définition de la matrice transposée avec quelques illustrations ici. Vous voyez, la colonne bleue ici de A transpose correspond à la ligne bleue ici de la matrice A, c'est-à-dire que ça contient les mêmes composantes. On revient au test. Et je vous propose, on va s'arrêter là pour cette vidéo suffisamment longue. On continue à partir du slide 14 dans la vidéo suivante.